Salut! Dans cette vidéo, on va voir ensemble les techniques pour créer des bons personnages emblématiques comme ceux dans Naruto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà un bon personnage? Je pense que pour moi, c'est un personnage où tu as envie de passer du temps avec lui. C'est-à-dire que déjà qu'il te plaît visuellement, hein, son histoire te plaît, que tu as envie de t'identifier à lui, hein, que tu as envie de vivre l'action avec lui, hein, c'est un petit peu normal parce que voilà, c'est le personnage auquel tu passes le plus de temps avec lui quand tu lis une histoire. Donc c'est très important qu'on puisse s'identifier à lui. Le problème c'est que beaucoup de gens pensent que pour créer un bon personnage, il faut savoir bien dessiner, alors que non, c'est pas du tout ça. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'être un Léonard de Vinci pour dessiner de bons personnages. Pourquoi ça? C'est parce que plus un personnage est réaliste, moins on s'identifie à lui. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de savoir vraiment maîtriser, on va dire, le dessin réaliste à la perfection pour créer de bons personnages et qui inspirent les gens. Ce qu'il faut que tu maîtrises le plus, c'est savoir dessiner des formes spécifiques. Qu'est-ce que c'est ces formes spécifiques? C'est comme un logo qui représente une marque de vêtements. En fait, si tu vois ton personnage comme un logo qui représente ton histoire, ton univers et les émotions que va vivre ton spectateur, tu vas réfléchir d'une autre manière. Tu vas plus être porté sur ce qui le symbolise. C'est ce qu'on va voir dans l'œuvre de Kishimoto, Naruto. Donc, au sommaire de cette vidéo, on va voir déjà pourquoi un personnage réaliste ne permet-il pas de s'identifier. Ensuite, on va voir les éléments qui vont caractériser un personnage attrayant. Et enfin, on va voir comment créer des personnages comme si c'était une marque. Donc, en premier lieu, pourquoi un personnage réaliste ne permet-il pas de s'identifier? Déjà, c'est à cause du niveau de détail. En quelque sorte, tu vois, si on voyait le personnage comme un logo, tu vois qu'un logo, il est tout simple. Pourquoi il est simple? C'est parce que ça permet au spectateur, quand il regarde le logo, à se le rappeler déjà. Par exemple, la marque à 3 bandes, tu as Nike, tu vois, la virgule de Nike. Tu vois, tous ces logos-là sont simples. Et ce qui fait que ça rentre facilement dans l'esprit des gens. Avec l'exemple du dessin de Kishimoto, tu vois que c'est assez simple sa manière de dessiner, c'est pas du tout réaliste, c'est même assez brouillon, mais tu vois qu'il n'a pas tout dessiné et t'as pas besoin de tout savoir en termes d'illustration, en termes de dessin, de qu'est-ce que fait ces deux personnes-là. Et ce qui fait que ton esprit, il travaille inconsciemment et ce qui fait que ça amplifie ton imagination et donc ça t'implique, on va dire, dans la scène. C'est pas un plan à 3, mais tu vois, ça t'implique dans la scène. Ce qui fait que c'est contre-intuitif, mais ressentir le beau, en quelque sorte, c'est une émotion. On a tendance à croire que le beau, c'est la perfection, c'est le détail, c'est les choses en minutieux. En fait, pour moi, ça, c'est plutôt être impressionné par l'effort, en quelque sorte. Alors que le beau, finalement, c'est ce que tu ressens au fond de toi. À l'inverse, tu vois, par exemple, quand tu vois, par exemple, ce dessin-là de Beethoven, cette peinture-là, pardon, de Beethoven, de Stiller, c'est plutôt détaillé, ça représente Beethoven avec ses cheveux en pétard, lui en train de composer. Ce qui fait que, à cause du détail, ça crée aussi une forme de distanciation avec le spectateur. Donc tu ne t'identifies pas à lui, tu vois, et ce qui fait que ça casse l'immersion, tu vois. Tu te dis que voilà, tu n'as pas la même coupe de cheveux que lui, tu n'as pas la même virtuosité que lui en termes de musique, tu n'as pas aussi, on va dire, son passé, tu n'es pas né comme un génie, ce qui fait que ça crée une forme de distanciation par rapport à la représentation qu'on se fait de Beethoven. Du coup, ça serait compliqué, par exemple, si tu crées une BD, de faire en sorte que le lecteur s'identifie à Beethoven. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à simplifier au maximum le visage, notamment de tes héros. C'est parce que, en fait, on va exploiter un certain mécanisme de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on arrive à reconnaître le visage dans des formes qui n'ont aucun rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le pareidolie facial, par exemple, quand tu regardes ces prises électriques, c'est des prises électriques avant tout, hein. C'est pas des visages. Mais sauf qu'ici, on a un rond, deux yeux et une bouche. On a l'impression que ça fait un visage. Et c'est-à-dire que notre cerveau, nos yeux, il arrive à reconnaître les visages un petit peu partout. Bon, tu vois, tu peux voir aussi ça dans les nuages, tu vois, les lapins, tu peux voir aussi les arbres, ainsi de suite. Ce qui fait que notre cerveau, il n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour reconnaître une idée. Alors qu'à partir d'une reconnaissance, hein, quand il arrive à voir par exemple cette prise électrique, il fait une association d'idées avec un visage. Donc, pas besoin de galérer à dessiner d'une manière trop réaliste. C'est surtout ce qu'a réussi à faire le cri, hein. Déjà, on est d'accord, c'est assez moche, mais ça fonctionne super bien, tu vois. Souvent, tu sais, quand tu as des personnes qui se mettent devant le tableau et ils font cette expression-là, en fait, ils essaient d'imiter ce personnage-là parce que c'est tellement simplifié qu'en fait, quand
le spectateur, quand il voit ça, il a envie de faire les mêmes mouvements que le figurant qui fait le mouvement, qui fait le cri. Tu vois, on a l'impression que son âme part dans le ciel. Et c'est vraiment ça qui est incroyable, c'est que Munch a réussi à simplifier tellement cette expression de peur, de frustration, et à l'exagérer pour que le spectateur se sent impliqué lui aussi, et qui, quand il regarde ce tableau-là, il a envie de faire les mêmes mouvements que ce personnage-là. Ce qui fait que la simplification et l'exagération, ça va stimuler l'imagination du spectateur et donc à donner du sens. Le sens, c'est qu'il arrive à comprendre ce que tu veux représenter en termes d'émotion. Et c'est plutôt simple, parce que le cerveau, il va à l'essentiel, donc juste quelques idées, c'est largement suffisant pour lui, comme un petit peu cet emoji-là, le petit clin d'œil. Voilà, tu vois, tu as juste besoin d'un point virgule, un tiret et une parenthèse pour qu'on comprenne que voilà, c'est un petit clin d'œil avec un petit sourire. C'est pour ça aussi que j'aime bien quand tu designs par exemple un personnage qui est le héros de ton histoire, tu verras que souvent les héros ressemblent à leurs spectateurs. C'est notamment un visage plutôt basique pour qu'on puisse s'identifier. C'est comme si moi je m'identifie dans ce héros-là en train de me voir porter ses vêtements. Évidemment, un visage basique, ça ne se suffit pas à lui-même, il faut aussi donner des informations sur l'histoire, l'identité de ce personnage-là, notamment sa fonction, par exemple avec sa lance, avec son bouclier, son épée, donc on comprend tout de suite que c'est un guerrier. Et c'est ces objets, qu'on appelle des éléments visuels pour un dessin, qui caractérisent le personnage. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que ces caractéristiques, ça permet de raconter une histoire à ton personnage-là. Donc, les éléments qui caractérisent ton personnage sont notamment par exemple la couleur qui va permettre de faire des associations d'idées. Par exemple, orange pour Naruto, c'est une couleur qui est plutôt vive, énergétique. Ça représente complètement son caractère turbulent et pas du tout sérieux dans le dessin animé. Ensuite, tu as le bleu foncé qui représente par exemple ici Sasuke. On ne l'appelle pas Dark Sasuke pour rien. Ça représente la dureté, la solitude, ainsi de suite. C'est l'austérité surtout. Donc ça représente super bien le personnage. Ensuite, tu as le rose qui représente Sakura, donc la douceur, la fille un peu trop gentille. Ce qui fait que, tu vois, chaque couleur est choisie en fonction de la psychologie que veut représenter le mangaka dans son manga. Et tu as aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, les personnages où on voit le plus souvent à l'écran sont les personnages les plus saturés. Le orange, le rose et le bleu. Alors que les autres personnages, par exemple Ino, Shikamaru, Shuji, tu vois, c'est des personnages qui sont plutôt en second plan et qui sont assez désaturés. Ce qui fait que, tu vois, on a une hiérarchie aussi des couleurs qui est très important. Ce qui veut dire que, évidemment, Naruto, c'est le seul personnage qui est orange dans le manga. Et aussi, comprennent bien que chaque choix, chaque couleur est choisi d'une manière très logique. En plus du orange qui représente la personnalité de Naruto et sa psychologie aussi, mais aussi on a le renard qui est représenté par le orange. Donc ici, on a toute une forme de cohérence, on a toute une histoire, toute une corrélation de couleurs par rapport à ce personnage-là. Donc je te disais que Naruto c'était le seul personnage qui est orange, mais aussi il faut comprendre que les vêtements déterminent la fonction de ton personnage. Déjà ici tu vois on a déjà des uniformes de ninja. Donc ici tu vois je crois que c'était dans le manga c'était des ninjas quand ils deviennent forts, enfin quand ils deviennent des ninjas d'élite, ils ont donc un uniforme, ils rejoignent un groupe de shinobi je crois, donc ils portent un manteau de combat, un truc comme ça. Mais si tu remarques bien c'est que ici tous les ninjas déjà ils ont des sandales de ninja, mais ils ont aussi des bandeaux, tu vois un bandeau, chaque ninja a son bandeau, tu vois. Quand tu fais des personnages il faut vraiment savoir quelle fonction il fait et donc tu vas raconter une histoire à partir des objets que tu vas lui faire porter. C'est très intéressant parce que ça permet de faire du storytelling. Qu'est-ce que c'est du storytelling? C'est juste la manière de raconter une histoire, tu vois. Donc, plus tu vas mettre d'éléments spécifiques, je dis pas mettre beaucoup d'éléments, mais vraiment bien choisir les éléments que tu mets sur ton personnage, ça va automatiquement raconter une histoire sur lui sans écrire un seul mot. Par exemple, quand tu regardes ce guerrier-là dans un champ de bataille, tu vois tout de suite que tu vois, il a une épée, il a un casque, il a un bouclier, donc on peut comprendre qu'il est en train de partir faire la guerre ou il est prêt à se battre pour défendre sa terre face aux Romains. Et donc tu vois, c'est super important de bien réfléchir sur ce que va porter ton héros parce que ça va déterminer, on va dire, l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenir une lance pour rien, il ne va pas tenir une épée pour rien, il ne va pas avoir un bouclier pour rien. En fait, c'est sa manière de se battre, sa manière de vivre et sa fonction qui est déterminée par les éléments qu'il porte.
Donc si tu crées un groupe de guerriers celtes, hein, tu vas dessiner, voilà, ils auront tous une lance, ils auront tous des galoches, c'est des bottes, c'est des chaussures celtes, ils auront tous un espèce de pantalon tout molle comme ça, et surtout des damiers. Tu vois, ça permet de créer des groupes, ça permet de créer une histoire autour de tes personnages là, et donc à comprendre que c'est des celtes. Mais on va aller encore plus loin. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, au niveau de ces motifs-là, en quelque sorte, ces motifs-là, tu vois, ça représente les celtes. C'est un petit peu comme une marque de fabrique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un personnage avec ce genre de motif, bah, tu comprends tout de suite que c'est un celte. Et ce qui fait que quand tu crées un personnage, il faut le créer comme si c'était une marque qui représente un produit, un univers, ton histoire. Par exemple, dans Naruto, on a le personnage, tu vois, il porte un bandeau avec le symbole de Konoha. Et ce qui fait que, tu vois, on comprend tout de suite que c'est le défenseur de Konoha. Donc tout ce qu'il fait, en fait, ça sera à l'intérêt du village. Mais ce qu'on n'a pas remarqué, c'est qu'il y a des symboles à plusieurs niveaux. Par exemple, ce symbole-là, depuis le premier épisode, il est sur l'épaule gauche de Naruto, mais on n'avait jamais su... Enfin, on n'a jamais su à quoi ça servait, et finalement, au fur et à mesure de l'histoire qui avance, hein, même je dirais 10 ans après, on fait un effet où j'arrive pas à expliquer, mais que tu comprends, on va dire, tout l'origine du personnage, juste en comprenant qu'est-ce qui est représenté par ce symbole-là. Donc c'est le symbole du clan Uzumaki, c'est le clan de sa mère, je crois. De la même manière, on peut aller encore plus loin avec les symboles, hein, ça permet aussi de créer des groupes, et ce qui fait que, par exemple, dans Naruto, on joue le symbole du bien qui est Konoha contre le mal qui est l'Akatsuki avec les nuages, tu vois la différence. Donc ici on a deux groupes différents, c'est un petit peu comme les matchs de foot, hein, où tu vois les gens, par exemple Marseille et PSG, bah, ils arrêtent pas de se taper dessus. En fait ça permet de créer une espèce de rivalité. C'est parce que l'être humain a par nature besoin d'être identifié à un groupe et se battre contre un autre groupe. C'est totalement humain de voir ça, et ce qui fait que quand tu symbolise, on va dire, les groupes pour grouper les gens, tu vas créer une meilleure identification de ton lecteur dans ton univers, et ça va le pousser encore plus à apprécier et à découvrir de plus en plus ton univers. Et c'est ce que j'ai fait sur le héros de mon univers celtique, hein. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste dessiné un espèce de collier en métal avec le triskel dessus. Mais après, comme je t'ai dit, tu vois, on a cette espèce de foulard en damier, ça représente super bien les Celtes, hein. Les Celtes, ils portaient tout le temps ça, mais il y a aussi un symbole un petit peu plus caché, c'est ces espèces de zigzags là, tu vois. Ici, dans l'histoire, que le spectateur ne comprend pas au départ, mais par exemple, ce motif-là, ça peut représenter une certaine tribu en fait, qui met ce motif-là dans tous leurs vêtements. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que chaque tribu, par exemple, peut avoir une espèce de motif sur leurs vêtements. Et ce qui va marquer la différence entre une tribu celtique A, une tribu celtique B, une tribu celtique C, ainsi de suite. Donc tu vois, l'intérêt, c'est que chaque motif que tu mets sur ton personnage est bien réfléchi en profondeur, et il y a toujours une symbolique derrière. Ce qui fait que, tu vois, avec ce personnage-là, plus tard dans l'histoire, hein, il va se battre avec des Romains qui, eux, seront en armure. Hein. Ça va déjà créer un contraste énorme avec les Celtes qui se battent avec des vêtements en tissu de lin, juste avec un bouclier et une lance, alors que les Romains, eux, ils ont une armure lourde, ils sont bien protégés, ils sont en jupe aussi. Ils ont des boucliers énormes, et aussi ils sont rouges. Ici on a un celte qui est bleu jaune, et ici on a une armée romaine qui est rouge, et ça fait vraiment ici qui est le chaud et ici qui est le froid. Ça fait une forme de confrontation déjà au niveau des couleurs, et ça permet vraiment de bien différencier les deux groupes. Et si on résume par exemple ces deux camps, les Celtes et les Romains, on peut y représenter en fait le triskel contre l'aigle royal. Et ce qui fait que tu vois, le personnage, les histoires de ton personnage, donc dans un groupe, ils vont porter des triskels. Ce qui fait que quand tu dessines des personnages, par exemple, quand tu dessines un personnage celtique, tu dois mettre quelques triskels pour qualifier le personnage. Et quand tu crées un personnage romain, bah, tu dois lui mettre au moins un symbole de l'aigle. Ici, l'aigle, ce symbole-là, je l'ai pris sur Internet, ça sera beaucoup plus simplifié, mais comme tu peux le voir ici, on a des espèces de pics ici, là, tu vois, ça fait une forme qui est plutôt agressive, hein. Donc ici, tu vois, on a un aigle qui est plutôt prédateur, et ici, on a des formes plutôt rondes, plutôt harmonieux. Là, on peut voir que c'est quelque chose qui est plutôt naturel, dans la nature, ou au respect de la nature, ou on va dire l'harmonie, une forme d'utopie de la vie, quoi.
Et contrairement à ici, tu vois, on comprend tout de suite que qui est le méchant, qui est le gentil. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en comprenant le langage des formes, hein, en comprenant bien que les formes pointues, ça représente l'agressivité, c'est ce qu'on appelle le langage des formes. Hein. Quand tu comprends ça, ça va te permettre de mieux utiliser les formes. C'est-à-dire que tu sais quelle forme utiliser pour raconter quelle histoire, tu sais quelle forme utiliser pour raconter quelle émotion. C'est-à-dire que si tu fais un méchant, bah, tu vas utiliser des formes spécifiques. Si tu fais un gentil, tu vas utiliser des formes spécifiques. Voilà. Chaque forme dessinée sur ton personnage a une symbolique. C'est pour ça que j'aime bien dire que dessiner, c'est créer des symboles. Et c'est des symboles qui marquent l'esprit de ton spectateur. Hein. C'est ce qu'on en retient. C'est pour ça que, si tu te souviens d'Edward Munch, hein, tu vois, il n'a pas dessiné une personne qui est effrayée, mais il a dessiné une silhouette où on peut s'identifier pour se sentir effrayé. Et ce qui fait qu'on ne dessine plus pour dessiner, mais on dessine pour raconter des choses. Il faut toujours simplifier, simplifier, simplifier en des symboles pour que ton spectateur comprenne le sens de ce que tu veux raconter. Et c'est ça que je développe dans mes 12 leçons que je t'envoie par mail dans ta boîte de réception. Si tu as envie d'en apprendre plus, clique sur le lien qui est sous cette vidéo-là, dans la description. Dans ces emails-là, je t'explique le processus de création de personnages du début jusqu'à la fin. Parce que je sais que sur Internet, tu peux trouver toutes ces informations-là. Mais voilà, ils ne sont pas mis dans le bon ordre et aussi qu'ils ne sont pas contextualisés en fonction de ton niveau. Et bien sûr, il y a aussi ce que j'ai appris en milieu professionnel qui seront donnés en email. C'est totalement gratuit, c'est dans le lien de cette description-là. Donc tu cliques dessus, ensuite tu entres ton email pour le recevoir dans ta boîte mail. Donc je te dis à tout de suite dans les emails. Salut!